Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, à Racaille, la 19e, d'après mes petits papiers. Dans le studio ce matin, à la technique, et à côté de moi, pour l'instant. À côté de moi, à ma gauche. Jean, salut. Dirait mon la science. Moi, je refais parce que j'avais pas appuyé sur mon bouton. Bon, Igor, salut tout le monde. Jean. Je sens que ça va être notre meilleur. Et Robert, qui accompagne toutes ces choses Zarbi ce matin. Ça commence sur la pointe des pieds. Notre invitée, Nathalie McGrath, qui est l'animatrice de l'émission Musard, que nous attendons, d'une 10 minutes à 10 minutes à l'autre. Notre social traître de service est absent, donc il sera probablement réprimandé. On va commencer tout de suite notre petit business avec la minute de Raymond La Science, qui est une minute anarchiste, donc une minute qui dure un peu plus d'une minute, rassurez-vous, qui va nous causer ce matin de quelques... Attendez voir. Bon, il va vous le dire. En fait, j'avais prévu de parler de Ségolène, mais c'est vrai que l'actualité se bouscule pas mal. Alors, t'as le choix ce matin. Si tu veux, je peux te parler de Ségolène ou une petite chanson. Qu'est-ce que tu préférerais? Les deux. Ah, les deux. Oh, bah oui, pourquoi pas. Ah oui, on a quand même à quelques minutes. C'est vrai, pourquoi pas. Parce que, j'avais d'abord prévu un papier, effectivement, sur Ségolène. Pourquoi tant de Ségolène? Et puis, il faudrait peut-être que tu épelles Ségolène pour que les auditeurs comprennent bien l'intention que tu mets dans ce... Je ne relève pas. Ah oui, d'accord. Eh oui. Ah oui, alors Ségolène, évidemment, S majuscule. E accent aigu, G-O-L-H-A-I-N-E. Voilà. Pourquoi tant de Ségolène? Alors, à Racaille, nous choyons nos auditeurs. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aime pas. Tous les matins, nous parcourons la presse en diagonale et sur Internet pour essayer de vous dégoter des pépites. Tu confirmes, Robert? Oh oui, vraiment. Alors, cette semaine, je suis tombé sur un article de Jean d'Ormesson dans le Figaro. Je m'oblige même à lire le Figaro, c'est dire. Quelle horreur. Un Olibrius que d'aucuns prennent pour un écrivain, mais qui serait plutôt un professionnel accompli du cirage de pompe élyséenne. La plume pour passer du cirage, ça me paraît pas une très très bonne idée, mais enfin il fait ça quand même avec un certain talent, il faut lui concéder. Je peux vous dire qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Il y célébrait les 2 premières années du règne du néant ferrois avec un enthousiasme que nous ne partageons absolument pas, vous vous en doutez un peu, et un argument qui fait florès auprès de l'électorat UMP. Où en serions-nous avec Ségolène? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils utilisent énormément cet argument, c'est-à-dire que avec elle, ce serait forcément pire. Donc, il faut qu'on remercie le sort de la victoire de Nicolas Sarkozy. Comme si les bourdes supposées de la Madone en stuc du Poitou dédouanaient Sarkozy.
de ses propres erreurs, qui, elles, sont bien réelles. Hein. Comme si aussi la droite française redoutait en 2012 une défaite de son champion de pacotille face à celle qu'il a battue en 2007. Alors je le dis tout net, arrêtez de faire dans vos frocs, mes frères UMPistes, et cessez de trembler comme des moutons. Faut-il vous rappeler que Ségolène s'est pris une veste et qu'on ne saura donc jamais où on en serait avec elle. On peut supposer, vous pouvez supposer tout ce que vous voulez, on ne saura jamais. En plus, au rythme où elle aligne les bourdes, je doute qu'elle soit un jour à nouveau en lice pour le second tour d'une présidentielle. Alors c'est lui qui a gagné, vous ne craignez rien. Votre cheffaillon grotesque à Ray-Ban et Rolex représente parfaitement la France de 2009, comme il représentait parfaitement celle de 2007, comme il représentera parfaitement celle de 2012. T'es d'accord, Robert? T'es aussi optimiste que moi. Oh, bon. Tout à fait. Oh, optimiste. Même s'il continue d'aligner les bourdes comme un métronome, hein, à peu près aussi, je trouve même à un rythme supérieur à celui de Ségolène, il sera réélu. Bon, est-ce que ça va mieux là? Oh, non. Je suis boursouflé de joie. Ça se voit. Puis, heureusement qu'on a du chenin pour nous reconstituer. Encore. On a en fait une actualité qui se bouscule sans cesse. Moi, j'avais préparé ça en fin de semaine dernière, et puis il y a eu, je crois que c'était vendredi pour le 8 mai, le néant ferrois qui s'est lancé dans un panégyrique des soldats d'Afrique. Alors je me suis dit, alors les soldats d'Afrique, évidemment, il faut entendre aussi bien les soldats des bataillons d'Afrique que tous ceux qui venaient des... Il est sur la terre africaine, un bataillon dont les soldats sont tous des gars qui n'ont pas eu de veine. Sans les badafs, oui nous voilà. Oh bah c'est merveilleux, non mais bon alors sur la marche des Africains, moi, parce qu'il n'y avait pas que des soldats africains, il faut dire, il y avait toutes les colonies en fait étaient représentées. Hein. On mettait généralement les gens de couleur au premier rang. Donc là, ce que je propose, c'est sur la marche des Africains une petite variante pour célébrer Sarkozy. Alors, moi, je connais pas très très bien l'air, donc je pense que Robert va me reprendre au fur et à mesure. Nous étions au fond de l'Afrique, ou tout au fond de nos Antilles, quand sous un soleil magnifique, a retenti ce cri viril. En avant! En avant, en avant, c'est nous les Sarkoziens qui revenons de loin. Nous venons de Pointe-à-Pitre pour sauver notre pitre. Je reprends. Nous venons de Pointe-à-Pitre pour sauver notre pitre. Je vous assure qu'ils boivent que de l'eau. Hein, nous avons tout quitté. Parents, béquets, foyer. Et nous avons au cœur une invincible ardeur. Car si quelqu'un venait à le toucher, c'est faux, mais alors c'est incroyable. Nous serions là pour mourir à ses pieds. Pour le pays, pour la patrie, mourir au loin. C'est nous les Sarkoziens. Mon Dieu, pas mal. Bon. Quoi d'autre? Juste encore une petite en vitesse. Tout ce que tu veux. Ça date de dimanche. Le petit prodige, je reprends les termes journalistiques convenus, le petit prodige du tennis français, Richard Gasquet, se fait choper à la cocaïne. Et ça a fait un pataquès. Alors là, honnêtement... j'ai pas bien compris. Mais Jean, il y a un truc parce que ils savent pas encore s'il va être suspendu pour 2 ans ou pas, parce qu'ils savent pas si il a pris ça de son plein gré ou en privé ou alors comme sportif. Donc expliquez-moi la différence. Ah écoute, je sais pas. En tout cas, je pense qu'on en fait un fromage d'une histoire qui est pas plus méchante que ça. Ouais. Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'un brave type se prend dans la poudreuse avec des raquettes. Allez, toi, très bonne. Allez, toi, très bonne. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour cette minute militante qui a quand même duré 10 minutes. Oui, 10 minutes comme d'hab. C'est ce que je vous disais, les amis, quand Jean cramponne le micro, c'est pour le lâcher, c'est plus diff. Bon, on va continuer dans la militance avec un rappel d'un texte que je vous ai lu, où je vous ai rappelé la dernière fois les principales choses. Non, c'est pas ça. Eh ben, je l'ai pas sur moi, donc je vais le faire de tête. Vous savez que
la fédération anarchiste projette, enfin en tout cas c'est dans l'air de racheter le 143 rue Amelot, qui est un espace qui est juste collé à la librairie Publico de 300 mètres carrés. Donc, elle lance une souscription pour éventuellement payer les annuités du crédit de cet achat il faudra débourser je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros. Enfin, c'est un investissement qui nous permettra d'accueillir plus de gens, de faire des espèces de festivals, des espèces de rencontres avec les auditeurs ou avec les sympathisants de notre mouvement. C'est pas c'est pas un investissement pour se la jouer gros propriétaire ou placement pierre, mais vraiment utile, je crois, à la fédération pour qu'elle soit un peu plus visible autour, quoi. C'est pour que les gens puissent avoir un accès plus direct à ce qu'on véhicule. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Parce que comme je fais tout ça de tête et que j'ai une petite tête, j'en oublie certainement beaucoup. Mais ajouter aussi que, si vous voulez, depuis quelques dizaines d'années, la fédération a acheté la librairie Publico. Avant, on était rue Ternaux, mais je pense qu'on était locataire. A acheté Publico, a acheté les locaux où il y a Radio Libertaire, a acheté les locaux où il y a le Monde Libertaire. Donc des investissements qui nous servent, parce que la radio, ça permet de faire ce qu'on fait ce matin. Le Monde Libertaire, ça permet de vous informer. La librairie Publico, ça vous permet d'acheter des bouquins que vous trouverez probablement difficilement ailleurs. Et aussi les éditions du Monde Libertaire qu'on oublie tout le temps, mais qui sont vraiment très très vivantes et qui assurent des publications là aussi qu'on trouvera difficilement ailleurs. Voilà, c'est tout ce dont je me rappelle. Je ne veux pas en rajouter trop parce que je risque après de pédaler dans la semoule. Je vous rappelle aussi que on a un petit... je veux quand même en dire un mot sur... je vous rappelle la phrase: l'artiste se doit d'être populaire, engagé et révolutionnaire, et surtout pas au service d'une élite qui n'a que faire des autres classes et qui pense détenir le savoir parce qu'elle détient l'économie, mais populaire pour l'émancipation de tout à chacun. La dernière fois, on a répondu un peu à cette espèce de pensum, ouais, qui est pas très très, à mon avis, libertaire, mais je suis pas un penseur de la FA, simplement un militant qui se pose des questions sur les gens qui écrivent des textes comme ça, qui parlent de ce qu'un artiste doit être. Un artiste, il n'a pas à devoir être. Engagé révolutionnaire, comme vous l'avez rappelé, Jean, dans un de ses, on peut dire ses éditos, parce que bon, on va pas dire ses citations, ses machins, parlait de Proudhon, qui disait qu'évidemment l'artiste pouvait être engagé, mais c'est surtout le citoyen qui doit être engagé. Si l'artiste l'est, tant mieux, mais c'est pas une obligation que l'artiste le soit aussi. L'artiste, rien que par la création, il s'engage, il n'a pas besoin en plus d'affirmer dans sa création son engagement, forcément. Seulement s'il n'est pas sûr de lui-même. Quel bonheur d'avoir été compris. Pardon, Igor? Quand il n'était pas sûr de lui-même, il a besoin encore du blablater autour. Oui, c'est très, très juste. Oui. Voilà, la cabine, la régie nous met les choses au point. Oui, Jean? Oui, j'ai juste oublié en fait ma petite rubrique supplémentaire des surnoms d'oiseaux. Ah oui. J'ai le temps avant la pause musicale, oui, très rapidement, parce que c'est un peu la désolation. Hein. Personne ne veut jouer avec moi. Il n'y a pas du tout été relayé sur le blog de l'émission. Alors je me suis demandé si j'avais pas été trop directif en limitant la recherche de surnoms d'oiseaux aux animaux qui nous gouvernent. Si les grands artistes ou les people vous inspirent davantage, n'hésitez pas. Par exemple, la semaine dernière, en vous racontant que Peggy Guggenheim, la grande mécène, a été enterrée dans le parc de sa fondation auprès de ses multiples chiens, et à proximité d'un arbre planté par Yoko Ono, au moment où je vous donnais l'info, en fait, une image m'est venue en même temps.
Puis imaginez tout de suite la veuve pleurant d'une main chargée de mouchoirs son John Lennon, pendant que de l'autre, elle indiquait au camion qui ramenait l'héritage sous forme de billets le chemin de son coffre-fort. Et il se trouve que quand me vient une image, le titre n'est jamais loin. Cette semaine, donc, après le néant ferrois, après la JT du Global, après le Matamor de rire, après le Pitre Bulle, je vous propose Yoko Ono, la veuve poignante. Et mouvante. Et je vous rappelle qu'il y a une bouteille de Janière à gagner. Alors vous pouvez déposer vos propres créations sur le blog http://aracaille.blogspot.com. Je ne l'épellerai pas, Robert, je suis désolé, je suis très fâché. Ou nous les communiquer par téléphone pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Et c'est Nathalie qui vient d'arriver. Elle est cachée ici. Bonjour Nathalie. Bon, je vous mets un peu la musique. Oui, tu nous mets un peu la musique. Les chers Nathalie auditeurs, va s'excuser de son tard et s'installer. Aujourd'hui, ça va être du jazz. Donc, c'est Jimmy Coulet et puis qui fait son truc en trio avec Mark Johnson et puis Philippe Combel. C'est subtil, mais néanmoins très clair. Bon, c'est parti.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, mais lapins. Mais lapins. Non, c'est juste les lapins parce que Igor Kralik, qui est dans la petite cabine, là. Ça veut dire lapin en slovaque. En slovaque, voilà. Alors, donc, nous, on est pour les choses de Slovaquie. Les lapins slovaques, on aime beaucoup. Voilà. Alors, donc, Nathalie est à côté de moi. Elle est arrivée. Bonjour. En retard. En retard. Salut Nathalie. Salut. Salut. Et là, oui, ça fonctionne très bien. Igor, merci de m'interrompre. Elle a quelque chose au pluriel, mais on peut pas faire de liaison entre quelques choses à nous dire et à nous redire sur une conception assez particulière qu'ont certains zozos qui naviguent à proximité de notre chère radio, ont sur une conception sur l'art, sur la création, sur l'imaginaire, sur toutes ces choses-là. Absolument. Alors, les chevaliers de la pensée vérité vrai de vrai ont encore frappé, figurez-vous. Alors, jusqu'à maintenant, en fait... Bon, allez, on va dire qu'on prenait ça en souriant, en rigolant, à moitié quand même. Et puis ça devient récurrent un petit peu. Donc bon, on se permet de nous dire ce qu'est un artiste, qu'est-ce qu'il doit être, c'est quoi l'art, etc., etc. Bon, et ben très bien. Ben, nous on va donner notre point de vue également. Hein. Alors on a reçu un magnifique texte en interne, on va dire. Un texte très fort sur la lecture. Alors on va parler de l'art en général, puisque comme on disait hors micro, Camus, lorsqu'il parlait de son écriture, disait mon art, effectivement, et je trouve ça une belle image finalement d'englober dans le mot art toutes les possibilités, toutes les disciplines. Donc là, il s'agit de lecture, puisqu'on parle de Camus. Alors, il est temps de retrouver le plaisir de lire, non pas pour s'isoler dans la méditation ou chercher on ne sait quelle irremplaçable intériorité. Il y a d'autres livres pour cela. Lire pour renouer avec les textes des fondateurs de la pensée libertaire qui furent tous des révolutionnaires dans l'action. Et qui ont beaucoup à nous dire sur la situation actuelle. Lire donc, pour recommencer à réfléchir sur ce que l'on pourrait bien faire après avoir lu et écouté ce que ces grands anciens ont fait. Écouter, lire pour agir. Voilà. Donc tout est dit, la messe est dite. Hein, attends, j'ai pas compris. Ça, c'est pas du tout du Camus, ça. Ah non, c'est pas du Camus. Ah non, d'accord. Tu lis le texte. Okay. Oui. Donc c'est pas non plus du Muscat, quoi. Non. Donc, eh bien. Moi j'ai apporté un texte que j'ai trouvé. C'est un musicien qui l'a envoyé à la Nuit des mots. Et ça va remettre les idées en place, parce qu'on parlera aussi d'un autre texte ensuite qui parle de ce que doit être un artiste, analyste, etc., de la société politique, etc., etc. Alors là, moi, je trouve que c'est une très belle réponse. Ça s'appelle un manifeste de moi. L'art, c'est moi seul. Rien n'y existe que je n'ai voulu. J'y décide et invente mes règles et mes lois. Pas d'autre dans cette création. L'autre, c'est le compromis, et ça n'est plus moi. Le chemin du milieu n'est pas ici le meilleur. Seuls mes extrêmes enfantent l'inattendu, l'irrégulier, le singulier, surprenant, innovateur. La vie n'est pas l'art. Attention. En vrai aussi, je dois faire ma réalité. Rien n'est déterminé ou absolu, et j'ai à me construire en même temps que le monde. Mais, et c'est là où c'est très fort, parce que jusque-là on se dit, mais il se pose là celui-là, il termine en disant, mais heureusement, je ne suis pas seul sur Terre. Et voilà, c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup de choses dans ce petit texte en disant, eh bien, c'est finalement la réflexion que je me suis faite en préparant cette émission, c'est que sous cet angle-là, l'acte de création est un formidable pied de nez à toute idée de Dieu finalement. Et comme disait Brancusi, créer comme un dieu, la création c'est ça, créer comme un dieu, commander comme un roi, travailler comme un esclave.
Et puisqu'on est en tant que créateur maître finalement de son univers, de son monde, de sa création, on s'échappe forcément des idées, des dogmes, et on crée son propre monde. Et je trouve que quelque part c'est une résistance justement contre toute idée de Dieu et toute idée d'idée imposée. Oh, merci Nathalie. Là, dans le deuxième texte que tu as lu, je précise bien le deuxième, oui. Je trouve qu'on était effectivement très proche du discours de Stockholm de Camus, qu'il commençait par ces mots qui pour moi sont vraiment la Bible, si j'ose dire. Personnellement, je ne puis vivre sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. Si j'aime mon art, c'est justement parce qu'il me permet de vivre au milieu des autres et qu'il me met à leur niveau. Je trouve qu'on était très... Non, c'était à peu près ça, le début du discours. J'ai pas les phrases exactes. C'était exactement ça. Merci Igor. Non, si c'était pas exactement ça du tout, mais je trouve qu'on est bien dans cet esprit. Pour moi, c'est le top. Oui. Tout à fait. Et est-ce que tu pourrais rebondir dans la foulée sur ton texte sur Caillois ? Ah oui, tout à fait, ouais. Oui. Là, ce matin, je vais vous lire un extrait de Vocabulaire esthétique de Roger Caillois. Caillois, c'est 1913-1978. Alors, c'était un poète surréaliste. Il a accédé à la pensée philosophique sans l'avoir voulu, un petit peu à l'insu de son plein gré. Comme Gasquet tout à l'heure, il traquait le mystère de l'art, ce grand mystère qui pousse l'homme à produire ce que la nature, pourtant, ne le force pas à produire. Il cherchait à dévoiler, au sens platonicien du terme, ce qui fait que l'art est l'art. En touchant à la vérité de cet art qu'il interroge, d'autant plus qu'il est sien, Roger Caillois redonne à la poésie sa finalité originelle, celle de produire tout en disant l'essence de ce qui est produit. D'une graine s'élève une plante et ses fleurs. On n'a pas coutume de reconnaître en ce miracle la présence de plus d'art qu'on en observe à l'autre extrémité des modes de création, dans l'objet fabriqué par quelques machines. On les récuse tous deux et l'on se défend de leur appliquer le nom d'œuvre d'art qu'on réserve jalousement à d'autres exemples de beauté. D'où vient qu'ils n'en soient pas jugés dignes ? Le travail d'une machine est communément irréprochable. Et personne ne concevrait d'apporter la moindre retouche aux pétales de l'orchidée, aux formes de la femme. Enfin, ça, c'était avant le règne des apprentis sorciers de la chirurgie esthétique. Leur perfection sur un point ne semble pas persuasive. Nul n'y voit l'effet de l'art. Cette évidence nous conduit à une vérité inattendue. Ce ne sont pas seuls la beauté ou la perfection qui constituent l'œuvre d'art. Car l'art n'est pas tout dans la fin atteinte ou poursuivie. Il est premièrement dans les chemins qu'il emprunte pour parvenir à son but éclatant. Quel caractère disqualifie en même temps ici tant de souplesse et là tant de rigueur ? Je crois facile la réponse. L'une comme l'autre, la vie et la machine manquent de liberté et d'invention. Aussi faut-il placer là l'essence de l'art. Il court une aventure où, jusqu'au dernier instant, demeure une incertitude périlleuse et salutaire. De la machine, l'objet sort impeccable, mais toujours identique. De la semence, au temps voulu, la même tige, la même fleur, avec la même splendeur, qui ne saurait manquer ou décevoir. Voici justement ce qui déçoit et qui manque dans l'ordre mécanique, comme dans l'ordre naturel. L'homme en est absent, et avec lui cette inquiétude qui le fait hésiter et craindre pour son œuvre. Alors, Vocabulaire esthétique est disponible chez Gallimard sous le titre Babel, dans la collection Folio Essai pour environ 7 €. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Et je voudrais insister sur quelques mots de cette dédicace, cette citation de Jean concernant l'art, qui demeure une incertitude périlleuse et salutaire, c'est-à-dire c'est totalement en contradiction avec les affirmations des oiseaux qu'on a dans le collimateur en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie ? Tout à fait. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Bien. Eh bien, tu peux nous mettre une petite musique, le temps qu'on se réajuste.
D'accord, voilà votre musique, mes amis. Et voilà, c'est à toi, mon petit Robert. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, mais avec des artistes, mais oui. Et je vais tout de suite, sans pouvoir abuser du temps qui m'est imparti, passer la parole à notre invitée, Nathalie McGrath, qui va nous éclairer sur sa personnalité tout à fait particulière. Alors, eh bien, je suis animatrice de radio. Non, c'est un scoop. Donc ici à Radio Libertaire pour l'émission Musard, donc le mardi soir, maintenant une fois par mois, le premier mardi du mois de 22h30 à minuit, et qui est une émission autour de l'art contemporain. Alors, ce qu'il y a d'assez intéressant sur cette radio, c'est qu'il y a différentes émissions qui abordent l'art, et notamment l'art contemporain, et qu'on a tous finalement notre manière et notre point de vue, notre angle, qui est complètement différent. Donc, c'est toujours un plaisir d'écouter les autres émissions, parce que voilà, on est complètement dans la découverte, et c'est pas du tout le même esprit, la même atmosphère. Il y a également l'émission Bol d'art qui traite de l'art, et puis évidemment l'émission Entre chiens et loups le jeudi soir, et Bol d'art, c'est de 22h30 à minuit en alternance, on va dire, avec Musard. Donc voilà, eh bien je ne suis pas tombée dans l'art étant toute petite, on va dire, puisque c'est une révélation tardive. Et en fait ça s'est fait
très vite. Enfin, contrairement à beaucoup d'artistes qui ont du mal un petit peu à se faire leur contact, et c'est un milieu assez cloisonné, effectivement, assez fermé. Ça s'est fait assez rapidement. C'est certainement dû à la chance, hein, je vois ça comme ça, et je suis rapidement devenue galeriste en fait. Mais auparavant, j'étais, on va dire, créatrice. Dans la récupération, donc récupère, et sculptrice aussi. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu, pas beaucoup, et il s'avère que à chaque fois que je faisais un salon, tenir mon stand m'emmerdait royalement. J'avais pas tellement envie j'avais pas le sens commerçant pour vendre mes propres œuvres ne m'intéressait. C'était pas un truc qui fonctionnait forcément. Et j'allais surtout voir ce que faisaient les autres et les faire parler, et leur demander, et m'émerveiller, et découvrir des artistes. C'est toujours un vrai plaisir. C'est vraiment, n'hésitez pas, vous auditeurs, à aller dans des vernissages. Alors ça peut paraître rébarbatif, mais c'est vrai que c'est une grande messe. Le vernissage, c'est un côté un petit peu théâtral. C'est une scène qui se joue, c'est sûr. Mais par ailleurs, vous avez la possibilité lors des vernissages de rencontrer les artistes, et ça peut être très intéressant, ou même d'aller dans des salons qui sont très accessibles, style le GMAC. Alors je parle pas de la qualité de ce qui est présenté, ou Mac 2000 qui est devenu Mac je ne sais plus trop quoi, mais à Porte de Champéret. Mac 1000. Mais enfin, en tous les cas, vous avez les salons, ou même en province, enfin partout, il y a différentes comme ça manifestations, et c'est toujours intéressant. Je crois que la compréhension, ou en tous les cas le fait que l'on soit touché par une œuvre ou par le travail d'un artiste passe par cette rencontre-là. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, ça ne s'est pas passé par un artiste, mais par un galeriste. Et d'ailleurs j'ai reçu au téléphone, ça a été un grand plaisir, à mon émission Musard, un galeriste en Bretagne, et qui a pris une heure pour me parler des œuvres qu'il exposait, des artistes qu'il exposait, en sachant très bien que je ressortirais sans rien acheter. Il avait compris ça tout de suite, mais à vrai dire, ça a été une révélation. Donc je pense que une œuvre, c'est une chose, elle nous parle, etc. Mais il faut jamais oublier qu'il y a l'humain derrière, il y a une personne, il y a justement ce monde dont on parlait au début, ce monde tout à fait particulier d'un artiste qui est hors norme, on va dire justement idéologique, dogmatique, etc., etc. Et c'est ça l'intérêt. Et chaque artiste est différent, et à chaque fois c'est un plaisir d'essayer de comprendre ou de plonger dans ce monde. Donc voilà. Et je suis devenue galeriste à mon tour. Alors je sais que notamment sur cette radio, c'est un métier qu'on n'aime pas tellement. Je confirme. Mais un métier nécessaire. Alors je vais un métier d'abord nécessaire. Je vais vous donner une image très claire. Donc on a tous besoin de s'acheter de quoi manger, yaourt, fruits, etc., de quoi s'habiller, chaussures, chaussettes, vêtements. Bon, alors c'est comme si on s'obligeait, en refusant cet intermédiaire qui est le marchand, peu importe que ce soit supermarché ou si on refusait cet intermédiaire, on serait obligé d'aller dans chaque usine pour la confection, chez chaque petit producteur pour les oranges, le producteur d'oranges dans le sud, chez l'exploitant agricole pour ceci, pour cela. On ne peut pas découvrir l'art s'il n'y a pas des endroits comme ça qui rassemble, et quelqu'un qui est présent et qui fasse découvrir l'art. Alors évidemment, le must dans l'art, c'est de faire une visite d'atelier. C'est ce qu'il y a de plus agréable et ce qu'il y a de plus enrichissant. Mais ce n'est pas toujours possible. Quels artistes, comment? Enfin, il faut bien commencer par quelque chose, et le galeriste, ainsi que salon, manifestation et musées sont là pour ça aussi. Donc ça, c'est une première chose. Donc effectivement, c'est marchand, on ne va pas le nier, mais on ne peut pas
comme je vous ai dit, voilà, il y a des endroits qui centralisent un petit peu cette proposition artistique. Alors ça, c'est une première chose. Par ailleurs, je voudrais expliquer que le monde de l'art, c'est un millefeuille. Donc il y a et un millefeuille très cloisonné où les gens ne s'estiment pas entre eux. C'est-à-dire que vous avez le haut du panier, vous avez, voilà, c'est par strates, vous avez la bourse, concrètement, on parlait hier on parlait de Damien Hirst ou autres, qui sont, voilà, c'est des cotations, ce sont des, certains galeristes ou en tous les cas agents d'artistes, comme on mise sur un bon cheval, mise sur tel artiste, font tout pour que leur cote augmente, etc., etc. Il y a les commissaires-priseurs, il y a tout ce monde-là qui est un monde très très particulier. Et finalement, l'amateur d'art qui achète ses œuvres à des millions ne fonctionnera pas au coup de cœur, mais ou à quelque chose qui le touche, mais c'est effectivement un placement, comme un placement immobilier, comme un placement, etc., etc. Ça, c'est une chose. Alors évidemment, je ne cautionne pas ça c'est évident. Et plus on descend, plus vous avez des strates comme ça c'est un petit peu comme une population globale avec des galeristes qui sont effectivement renommés, qui font leur travail, qui surfent un peu sur aussi cette vague de la cotation parce que ce sont des marchands, faut pas oublier, tout simplement. Et puis au fur et à mesure que vous descendez, eh bien vous arrivez à des galeristes pauvres, soyons clairs, qui triment, qui font leur travail dans l'ombre, comme ce petit galeriste en question de Bretagne, et qui font leur métier honnêtement, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils présentent, au risque de déplaire, entre guillemets, de ne pas vendre. C'est-à-dire que vraiment, j'ai rencontré donc à l'époque où j'étais galeriste des amis galeristes qui prenaient des risques énormes sur la jeune création et en présentant des choses en sachant que ça n'allait pas se vendre concrètement. Donc alors, souvent, ils essayent de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire et d'être consensuels, entre guillemets, de présenter des choses. Ils savent que ça va marcher, pour pouvoir faire tourner la boutique, entre guillemets. Et par ailleurs, toujours une espèce de positionnement très clair avec des artistes qui ont des choses à dire, qui veulent montrer des choses qui sont pas forcément regardables. Enfin, moi, je pense à des artistes comme Dominique Pelaine que j'ai reçu à Musard. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais pour moi, à part si effectivement cette histoire de cotation commence à prendre de la valeur, son travail commence à prendre de la valeur, c'est immétable chez soi. Enfin, sauf quelques œuvres entre guillemets. Et j'adore ce qu'il fait. Donc, pour ces artistes-là, certains galeristes prennent ce risque. Et donc je trouve que c'est un petit peu facile de taper directement sur les galeristes aussi facilement. Alors je sais que tu n'es pas d'accord, non, Robert, vu ta tête. Non, je suis d'accord avec la dernière partie de ton intervention quand tu parles des petits galeristes obscurs qui ménagent la chèvre et le chou. Mais ça, c'est le b.a.-ba en principe, les galeristes qui en sont des vrais. Ils ont des danseuses qui vendent pas, mais pour compenser les choses et pour pouvoir les présenter et les soutenir, il faut qu'ils aient en même temps des têtes d'affiche qui puissent amener de la thune pour révéler justement des gens qui sont moins accessibles. Oui, tout à fait. Ça, c'était le discours de mon galériste anglais qui me disait Robert, vous ne vendez pas du tout. Mais ce n'est pas grave. J'ai des gens qui vendent très très bien. Et malheureusement, il l'a glissé trop tôt. Parce qu'il me disait tous les 5 ans, Robert, dans 5 ans.
Mais bon. Oui, ben oui. Voilà. Et alors souvent justement ces petits galeristes, ce que je vous racontais, en fait il faut environ, lorsqu'on ouvre une galerie, environ 2-3 ans avant, on perd de l'argent pendant 2-3 ans concrètement, et avant de pouvoir rentrer dans ses frais et puis se faire une réputation justement, et ce qui demande un travail très rigoureux et si possible sans concession, enfin quant à la qualité, etc., pour pouvoir se faire cette réputation là. D'accord, Nathalie, bien. Une petite musique. Un petit peu de jazz. Igor Nisovitch. D'accord. Technique. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui est toujours sans Dieu, sans maître et sans publicité. Heureusement. Dit Nathalie, et si Nathalie le dit, attention, attention, Madame l'institutrice a parlé. Bien Nathalie, alors Igor va nous narrer sa petite histoire parisienne. On est en manque, on demande. On demande, hein, parce qu'on est en manque. On est en manque. Allez. Oui. On m'entend?
Oui, on t'entend. Ah bah c'est bien. Donc pour aujourd'hui c'est C'est mardi. C'est le mardi, c'est la 4e histoire parisienne à la racaille. Elle concerne la vulnérabilité des sans-abri et des SDF par rapport aux arnaqueurs et aux arnaques, parce que les SDF sont souvent utilisés, étant donné qu'ils sont en précarité, sont souvent utilisés par les gens malsains pour des différentes activités, souvent hors la loi. Donc aujourd'hui, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais vous lire la petite histoire parisienne et ensuite je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit mon ange sur cette histoire parisienne. Ça va s'expliquer pas mal de choses, mais Robert, ne t'inquiète pas, ça va être rapide. Non, c'est l'ange qui m'inquiète. C'est un ange anarchiste, au moins, ou pas? Pas du tout. Non, en fait, cet ange, il s'appelle moi. Donc, vous pouvez imaginer qui est cet ange. Pas du tout. Alors, ça se passe dans le 20e arrondissement, marché de Montreuil. L'histoire s'appelle Self-Made Man. Roberto, c'est un homme riche. Toujours habillé en Versace, il roule en voiture du sport. Mais ce n'était pas toujours le cas. Des années en arrière, Roberto a traversé Paris de gauche et de droite pour chercher du travail. Passionné par le jeu de hasard, il avait l'idée de gagner sa vie dans ce domaine. En début, ce n'était pas facile. Il a étudié la démographie des quartiers de Paris et avec les petites touches de couleur sur un grand plan de la ville, il a répertorié et planifié les événements qui ont lieu dans la capitale et ses environs dans la semaine. Ensuite, il lui fallait recruter des employés, entre guillemets. Il a donc naturellement fait appel aux étrangers qui avaient déjà l'expérience dans ce domaine. C'était surtout les nouveaux Européens sans domicile. À cette équipe-là, pour que l'affaire marche, Roberto a associé les indispensables acteurs sans qui rien n'était possible. Il a placé ses équipes à peu près partout dans les marchés de la ville et l'affaire a pu démarrer. Acteurs et les employés sont entrés sur scène de la rue. Oukati. Et les personnes naïves attirées par la vision du gain se sont précipités dans leur filet. La deuxième équipe de Roberto est composée que des femmes. Elles ont reçu une formation plus pointue, car il a été obligé de leur apprendre la langue des Anglais. Certes, que les 4 mots « Do you speak English ?» mais c'est déjà ça. Elle entre sur scène équipée d'une petite pancarte qui explique que Roberto est dans une telle merde que tout Paris et sa banlieue doit absolument l'aider à payer ses factures nourriture et loyer. La bataille de Roberto pour devenir encore plus riche est dure. Mais il espère de pouvoir dire un jour « J'ai vécu un rêve américain. Je suis un vrai self-made man. » Donc là maintenant je vais vous dire le commentaire de mon ange. Igor m'a raconté qu'un jour il avait eu une proposition d'emploi par un certain Manuel dans le nettoyage des cheminées chez les particuliers. Je pense qu'Igor voulait parler du ramonage. Le Manuel en question a voulu emmener Igor tout de suite dans sa voiture où attendait un autre candidat ramoneur pour débuter chez les clients hors de Paris. Tout se passait un peu trop vite et Igor, méfiant, ne pouvait pas faire confiance à ce Manuel. Il a donc refusé. Manuel a insisté, mais rien à faire. Il ne connaissait pas l'entêtement d'Igor. Faut dire que je suis taureau de signe zodiacal, mes chers auditeurs. Plus tard, un copain bien informé lui a expliqué. Ce genre d'employeur t'embauche et tu es logé dans un mobil-home dans son jardin. Mais le pire, c'est que tu nettoies les cheminées chez les gens à qui tu ne fournis aucun papier de garantie pour le feu, contre le feu. C'est là le vrai problème. Et quand le problème il arrive, le Manuel ne te connaît plus. Il ne t'a jamais vu. Et c'est toi qui payes toute la maison qui a brûlé. Parce que tu as signé un propriétaire
Oui. Une espèce de décharge, quoi. Oui, voilà, une espèce de décharge. Merci, mon maître. C'est aussi pour cette raison qu'il a cherché cet manuel ses employés chez les sans-abri, en particulier dans les établissements qui leur distribuent de la nourriture, etc., ce qui m'est arrivé. Mais il y a une multitude de cas comme ça, et malheureusement parfois c'est un peu tard. Donc voilà, c'est tout. Non, bah oui, ça c'est... Voilà, ouais. C'est pas évident. Quand on est en précarité, ouais, on cherche à gagner 5 euros ou 2 euros. J'avais des moments quand vraiment 5 euros pour moi c'était une fortune. Et à ce moment-là, le manuel, il est venu me voir. Moi, j'étais prêt à aller parce que je me suis dit de toute façon, j'ai rien à perdre. Mais il y avait quelque chose qui m'empêchait. Et ensuite seulement, les gars à la mi-temps, ils m'ont expliqué, mais Igor, c'est vu comme le monde. Mais je crois qu'il y a un film de Ken Loach, je ne sais pas, qui parle un peu de ça, avec ils vont en Europe de l'Est pour recruter des gens, etc. Qui était vraiment, moi ça m'a vraiment bouleversé. Voilà. Presque comme tous ces films. Quoi. Bien. Un monde libre ou quelque chose comme ça, Free World. Free World. Enfin bon, voilà, c'est ça, les intellos français, il faut toujours qu'ils en rajoutent. Avant de repasser le bâton à Nathalie, une petite histoire que je lui dédicace. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de marchand d'armes. Daniel Henry Kahnweiler. Kahnweiler, c'est 1884-1979. Daniel Henry Kahnweiler grandit à Stuttgart auprès d'un grand-oncle qui l'initie à la peinture et à la musique lors de longues promenades animées de discussions passionnées. Il arrive à Paris en 1902, au moment béni où l'art est en pleine évolution, entre le fauvisme récent et le cubisme naissant. Au musée du Luxembourg, salle Caillebotte, il découvre l'impressionnisme. Mais c'est précisément sur Cézanne que s'arrête son œil. Il y voit les prémices d'une nouvelle peinture et acquiert la conviction qu'il veut être un marchand d'art. Non un créateur, mais plutôt un intermédiaire, dans un sens relativement noble, comme pure l'être Ambroise Vollard ou encore Paul Durand-Ruel ou encore Nathalie McGrath. Mais il veut aller plus loin. Grass. Il veut être le premier à servir ce que lui-même désigne comme le sentiment de la peinture. En 1907, il ouvre à Paris sa première galerie, dans laquelle il commence par montrer des tableaux de Vlaminck ou de Derain, puis de Georges Braque, qu'il va suivre dans son évolution vers un cézanisme préludant au cubisme. Cette même année, il rencontre Picasso, auquel il commence à acheter des tableaux, mais aussi Fernand Léger et Juan Gris. Il est l'un des premiers à voir les Demoiselles d'Avignon dans l'atelier de Picasso à Montmartre. L'un des premiers surtout à en percevoir la force de rupture. Ce grand tableau est en effet communément considéré comme l'œuvre fondatrice du cubisme. C'est l'origine d'une longue et fidèle amitié entre les deux hommes, puisque ce cher Pablo lui confiera la vente de ses tableaux durant toute sa vie. Mais le soutien de Kahnweiler au cubisme ne s'arrête pas là, puisqu'il devient aussi l'éditeur des poètes favorables au mouvement, Guillaume Apollinaire, Max Jacob ou encore André Salmon, comme celle de Wilhelm Hude. Je ne sais pas comment on prononce ça, Wilhelm Hude. Pas mal, hein? Son importante collection, c'est le découvreur de Séraphine de Senlis. Son importante collection sera saisie comme bien ennemi pendant la Première Guerre mondiale et son fonds sera littéralement soldé entre 1921 et 1923 dans des conditions où le chauvinisme fait bon ménage avec une chute des cours sciemment entretenue par d'autres marchands de tableaux. Peu de temps après, il va ouvrir une nouvelle galerie et s'intéresser à la peinture d'André Masson et de certains surréalistes. Après la Seconde Guerre mondiale, Kahnweiler se fera l'historien du cubisme avec des titres qui feront date, comme Juan Gris, sa vie, son œuvre, ou encore les sculptures de Picasso. En achetant de la peinture invendable, dans la certitude absolue qu'elle se vendrait un jour, Daniel Henry Kahnweiler a écrit sa légende. Mais il avait bien conscience que son expérience était unique, désolé Nathalie, dans l'histoire de la culture moderne. Il déclara d'ailleurs ainsi « Mon cas est très particulier et ne se reproduira pas souvent ». Nathalie ? Souvent, pas souvent. Pas toujours. Tout à fait. Tout à fait en écho avec finalement mes propos. C'est bien. Oui, alors
Ce qui nous rassemble aussi ce midi, finalement, c'est cette notion de place et non de rôle, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Robert, ce que tu en penses, Jean et Igor, mais est-ce que finalement l'artiste doit avoir un rôle, ce qui voudrait dire une fonction ou quelque chose de cet ordre, mais en tous les cas, sa place dans la société et parmi nous, et qu'est-ce qu'il nous apporte finalement, parce que on s'est appuyé sur un récent premier texte que l'on a lu au départ, mais c'est vrai que il peut y avoir discussion autour de quel doit être le message de l'artiste, quel doit être son message, est-ce qu'il doit faire un certain travail, avec qui il doit entre guillemets travailler, doit faire, ne pas faire, etc., etc. Or, ce qui me semble un petit peu, comment dirais-je, dangereux, vraiment dangereux, c'est que tous les artistes qui ont été au service de quelqu'un, d'une idée, etc., finalement étaient des artistes sous dictateur ou sous influence et mauvaise influence, on va dire. Donc tout ce qui est de l'ordre de donc on pourrait dire pareil pour des artistes et l'anarchie. Si on proclamait que l'artiste doit être au service d'une lutte anarchiste, finalement ça serait déjà l'emprisonner dans quelque chose, et ça serait absolument dangereux. C'est pour ça que on doit laisser l'artiste libre. C'est peut-être l'artiste, je parle de l'art en règle générale pour le coup, c'est peut-être l'un des derniers champs sur lequel nous sommes libres, nous hommes. Et que nous avons en plus cette faculté qui est magnifique de créer, et de créer quelque chose pour le coup à notre image. C'est pour ça que je reviens à cette idée de nous sommes potentiellement des dieux les uns les autres, et cette création, c'est et on a aussi une extraordinaire moyen de communiquer. On n'a pas besoin de médias, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On expose et on dit ce qu'on pense. Donc c'est une liberté extraordinaire. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais vraiment, c'est 100%. Entièrement d'accord. Pour moi, de toute façon, l'art engagé, c'est la dérive est automatique. Complètement. Ouais. Ça finit en art pompier à la gloire d'un ou de plusieurs personnes. Les Russes Je suis désolé de me répéter, mais j'en reviens toujours à Courbet, oui, qui était l'artiste engagé par excellence pour notre ami Proudhon. Il était engagé dans ce sens qu'il était engagé en tant que citoyen, c'est-à-dire qu'il utilisait en fait sa notoriété d'artiste pour faire avancer la cause de la classe ouvrière. Mais je vous défie, à part peut-être un enterrement à Ornans, et encore, je vous défie de me citer une œuvre engagée, une peinture engagée de Courbet. Quand il peint Proudhon, quand il fait une peinture de Proudhon, Courbet, il le peint en train de lire dans un jardin, entouré de ses enfants qui jouent à ses pieds. Bon, c'est une scène bourgeoise, banale. Bourgeoise, ou en tout cas c'est de l'art populaire, mais ce n'est pas de l'art engagé. Il était engagé, et très engagé en tant que citoyen. Il l'a même, comme je l'ai raconté lors d'une émission précédente, payé très très cher. Oui. Et comme son petit camarade Proudhon, que d'aucuns revendiquent comme un père de la pensée anarchiste, ils nous en rebattent même les oreilles d'une manière assez systématique. Ils ont tous les deux complètement zappé la révolution industrielle, c'est-à-dire que les peintures soi-disant engagées de Courbet, c'est les cribleuses, c'est le retour de trois curés bourrés d'une fête de village. Mais je veux dire, pendant ce temps-là, le sous-prolétariat de la révolution industrielle crevait dans les rues de Paris, dans les usines, dans les factories, etc., etc. Et il n'y a aucune peinture, sauf une de Courbet qui est inachevée, qui évoque vaguement la ville et ses fumées d'usine, mais elle n'est même pas terminée.
quand parce que c'était deux notables de province et ils avaient un esprit provincial. Même si Proudhon a écrit des textes, enfin bon, moi je suis pas du tout un exégète de ce personnage. Je sais qu'il a existé, je sais qu'il compte pour certains anards, même un peu trop de mon point de vue. Ça devient quasiment, ça vire au culte de la personnalité. Mais alors, ce qui est assez antinomique avec l'idée anarchiste. Enfin, oui. Voilà. Mais bon. Ces contradictions. Oui. Et voilà. Bon, j'arrête là mon blabla parce que je sens qu'on va te licencier. Je sens que je vais finir. Le Politburo va me convoquer. Pour en finir avec Courbet, il a assumé financièrement la mise à terre de la colonne Vendôme. C'est-à-dire qu'il a assumé financièrement et il l'a payé de sa vie. Hein. Oui. Je rappelle qu'il a été totalement ruiné et qu'il en est mort un an plus tard. Ensuite. Bon, il trouve que j'en fais trop sur Courbet. Mais c'est bien de donner justement un focus sur un artiste qui est très emblématique justement en tous les cas chez nous de la lutte. Enfin, on considère que c'est un artiste anarchiste et l'engagement effectivement, c'est dans sa vie, mais en revanche son œuvre n'est pas le reflet de son autorité d'artiste, si je peux employer le mot autorité sur Radio Liberté. Son aura, son charisme. Il a utilisé son autorité pour assumer cette mise à terre avec laquelle, et en plus, il était absolument pas d'accord. Il a juste dit ça, il faudrait abattre la colonne Vendôme, mais c'était, probablement, comme il picolait pas mal. On était dans la symbolique plus que dans l'action. Tout à fait, absolument. C'était un artiste engagé, son art ne l'était pas, son art était libre. Ce qui n'empêche que son art était tout à fait remarquable, enfin ça n'enlève rien à la qualité de... Son art était libre. Et justement, excuse-moi Robert, même en parlant de finalement parce que c'est toujours pareil, on parlait des galeristes, on remonte plus loin dans le temps, les artistes, les grands artistes qui étaient au service finalement non seulement des grands de ce monde, mais également de l'Église. Alors là, on va sur des champs un petit peu touchy, comme on pourrait dire ici. Mais en l'occurrence, même dans ce cadre-là, finalement, ils arrivaient, enfin, ils avaient des moyens d'expression. Enfin, en tous les cas, on en a discuté avec Robert. Ils arrivaient d'une manière ou d'une autre à pas être scandaleux pour le scandale, mais je veux dire à contourner, ou en tous les cas avait une manière de faire ou un positionnement qui n'était pas de l'ordre de l'asservissement du tout l'asservissement au dogme, enfin l'asservissement aux grands, qu'ils soient catholiques ou les grands donc je sais pas, est-ce que tu as des choses à dire mais là c'est un sport auquel on se livre à peu près toutes les semaines. Hein. Ah oui. Oui, parce que il y a 2 semaines, je crois, j'ai raconté le pied fatal de Sainte Thérèse d'Avila par le Bernard. Ça, je me souviens. Ouais. C'est très intéressant. Et on avait quelqu'un ici qui est probablement d'obédience catholique. Je parle de l'abeille, de Maya. Ah oui, c'est qui a énormément apprécié. Oui. Enfin, elle n'a pas fait de réflexion, mais bon, c'est... Non, mais on développe ça. Mais bon, mais même les religieuses peuvent avoir des... Enfin, oui, elles peuvent crier « Oh Seigneur, Seigneur !» Voilà, exactement. On en a profité pour définir la différence entre... Oui, poursuivre. Orgasmique et orgastique. On apprend des choses. Non, c'est un sport auquel on se livre quand même assez régulièrement, hein, puisque je crois qu'il y a peu de semaines, en fait, où je ne raconte pas une œuvre d'inspiration ou religieuse, enfin que la foi a inspiré, ou au moins que l'Église a pu commander. Ah, ce qui serait pas mal, c'est que tu te penches sur le cas de Clovis Trouille. Ah ben écoute, ce sera avec plaisir, je note. Hein. Vous suivez vous suivez le clown, le pape, qui est aujourd'hui en Israël? Non, enfin, personnellement, non, je le suis pas. Pas de près, mais... Non, moi, j'ignore complètement ce genre de choses. Ce genre de clown. Bon. Ouais, tout à fait. Près, mais je peux lui rappeler, pareil. Je sais qu'il nous écoute, par contre. Oui, forcément. Oui. Donc, je lui rappelle ma conclusion de... Oui, elle était bien pour Pisse. De l'extrait, hein, parce que je crois que tu l'avais beaucoup. Non.
cette conclusion que tu avais énormément appréciée, Igor. Et chez les auditeurs, il faut dire que je suis profondément croyant en Dieu. Si indiscutablement Sainte Thérèse jouit, est-on sûr au moins que ce soit de toutes ses facultés? Je crois me souvenir que tu Ouais, ça, c'était pas gentil, par contre. Donc ça, celle-là, elle est pour le pape. Alors justement, vous voyez, je suis en train de penser à Maurizio Cattelan qui a fait, alors je ne me souviens plus là, j'essayais de le retrouver, le nom de son œuvre où on voit finalement le pape, mais c'était Jean-Paul II. Qui une météorite lui était tombée sur sur la tête, qui était donc telle une statue complètement enfin c'est une statue d'ailleurs parce que c'est une installation, mais je veux dire qui est tombée de tout son séant par terre avec la météorite à côté. Ah oui, et des bribes de vitres de la Papamobile qui ont explosé par la même occasion. Donc avec l'esprit tout ce qui tombe du ciel est béni. Donc voilà. Et ben Maurizio Cattelan finalement, puisque c'est une œuvre qui date pas d'hier, qui datait à l'époque de. Donc je trouve ça très courageux finalement, enfin très courageux. Je trouve ça drôle et à la fois subversif, complètement subversif et remettant les pendules à l'heure pour un artiste italien en plus de faire ce type d'œuvre. Donc voilà. Oui, parce que tu as bien fait d'effacer le mot courageux, parce que le reste est acceptable, mais courageux. Non, pas courageux, c'est pas vrai. Il risque pas grand-chose, même en Italie, quoi. Non, complètement. Bon, mais bon, on apprécie l'art contemporain à Racaille. Oui, tout à fait. Et on a défendu dans d'autres lieux notre petit camarade Ben. Pas Ben, non. Buren. Ah, Buren, oui. Ouais, Ben, c'est autre chose. Oui, Ben, c'est encore. Je supporte pas. Mais moi non plus. Non. Et alors, ce gland, il m'envoie. Enfin, je suis pas le seul, mais il gribouille de temps en temps. Il y a une newsletter. Et alors, voilà que je veux pas lui faire de peine, donc je dis pas que je veux me désabonner. Ben, tu parles de Ben? De Ben, oui. Ouais, tout à fait. Un blog. C'est tout un poème. Hein. Ah, c'est pénible. Un poème pénible. Bien. Quelqu'un qui ne s'est jamais renouvelé, je crois que bon, il continue d'ailleurs à filer son succès avec son succès. Et il était avec deux galéristes. Templon. Non, avant. C'est un homme et une femme. Comment il s'appelait, qui avaient alors donc ces galéristes que je supportais pas du tout, qui étaient vraiment un couple infernal. Et j'avais entendu une fois une interview du mec qui disait à propos de Combas et de Di Rosa, qui étaient venus le voir alors qu'ils étaient tout à fait inconnus, avec des rouleaux de toile sous le bras. Il leur avait acheté des pots de saucisson, et les autres étaient contents, évidemment, ils étaient tellement dans la galère. Et quelques années après, il a revendu ses œuvres en faisant un bénéfice invraisemblable, et il se vantait, il ricanait pendant l'interview en disant je les ai bien eus. C'est exactement ça. Tu vois pourquoi, tu vois des galéristes comme ça me donne des boutons. Oui, quand même, complètement. Non, mais je comprends. Il y en a, mais le nom, c'est dommage que le nom m'échappe parce que j'aimerais bien leur faire de la pub. Si c'est pas eux, ça sera embêtant. Tu peux d'imaginer. C'est pas grave. Non, pas grave. Ouais. Voilà, bien, et on va passer un petit peu de musique, puis après on va se finir avec Nathalie je sais et pas Jean. si on va passer un peu de musique, mais on va passer un peu de jazz. Ah, super. C'est de la grande musique. C'est l'air d'être une constante aujourd'hui. Oui, on est
Il pourrait avoir un petit coup de chenin, Jean. C'est ça, Radio Libertaire. La voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans publicité. J'ai rien dans le casque, Igor, merci. Ce matin à Racaille, la 19e, on se finit au Chenin et on va se finir avec Jean et Nathalie aussi. Jean qui va nous raconter une de ses petites histoires et ses expos. Et Nathalie, donc on laissera... dont on va laisser la bride sur le cou pour la fin de cette émission. Merci. On a la chance de la recevoir, donc il faut qu'on en profite un maximum. À toi, Jean. Alors, sur nos prisons qu'on se construit très bien nous-mêmes, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de chef-d'œuvre, les prisons imaginaires, ça c'est 1745, par Piranèse. Piranèse, c'est 1720-1778. Fils d'un maçon vénitien, lui-même étudiant en architecture, Piranèse se rend dès l'âge de 20 ans à Rome, où il découvre la magnificence des ruines antiques. Fortement impressionné, il décide d'en fixer certains aspects par la gravure. Son premier recueil contient déjà une planche intitulée « Prison obscure », typique de ses obsessions futures. 3 ans plus tard, ses vues de Rome, bien qu'exécutées d'après nature, traduisent son tempérament ardent et passionné. La réalité s'y transforme déjà en vision théâtrale. En 1756, son imposant Antiquité romaine, qui fait 4 volumes, est précieux par l'extraordinaire minutie des détails, mais aussi parce que l'artiste place, à côté des ruines, d'incongrues mais puissantes reconstitutions des monuments antiques. Au total, Piranèse publiera 26 recueils d'estampes, allant de l'architecture jusqu'au mobilier. Cette œuvre immense est toutefois dominée par le recueil Prison imaginaire. En 1745, alors qu'il est âgé d'à peine 25 ans, Piranèse attrape la grippe H1N1, je me suis peut-être gouré là, et sombre dans le délire. Quelques jours plus tard, miraculeusement remis, il transpose ses hallucinations consécutives à la fièvre en 14 gravures désespérées. Il en ajoutera 2 autres par la suite. S'inspirant des salles souterraines des anciens palais romains, Piranèse a laissé libre cours à son imagination et donné corps à un univers terrifiant, plus réel que la réalité, fait d'escaliers en spirale, de chambres de torture, de perspectives fuyantes jusqu'à l'infini. Les jeux d'ombre et de lumière très spectaculaires ne font qu'en renforcer le climat angoissant. Indiscutablement, nous sommes au cœur de l'enfer de Dante Alighieri, même si Piranèse ne fera jamais allusion à l'œuvre de son illustre compatriote. La grande Marguerite Yourcenar a su mettre des mots sur le choc qu'elle a ressenti à la vue des prisons imaginaires. Je lui passe le témoin. Il est facile de se représenter, sous l'insupportable éclat de midi ou dans la nuit presque claire, cet observateur à l'affût de l'insaisissable, dans ce qui paraît immobile, cherchant ce qui bouge et change, fouillant du regard la ruine pour y découvrir le secret d'un réau, la place d'une contrachure, comme d'autres l'ont fait pour y repérer des trésors ou pour y faire lever des fantômes. Les perceptions de l'artiste rendent possible d'une part l'élan vertigineux, l'ivresse mathématique, et de l'autre la crise d'agoraphobie et de claustrophobie conjuguée, l'angoisse de l'espace prisonnier, dont sont à coup sûr issues les prisons. Et à propos des silhouettes qui hantent ces lieux de perdition, elle ajoute, léger, bien à l'aise à ces altitudes du délire, ces moucherons ne semblent pas s'apercevoir qu'ils côtoient l'abîme. La singularité de ces prisons imaginaires vaudra à Piranèse une influence durable sur le néoclassicisme européen, mais aussi une admiration qui ne se démentira jamais durant tout le XIXe siècle et dont les surréalistes prendront le relais. Je vais réaliser un PDF des 16 gravures et je le mettrai en ligne sur le blog de l'émission http. C'est très très gentil. Je suis sûr que les gens vont pas pouvoir noter. Entendu, alors Si, non, Jean, vas-y. Or, ils m'ont prouvé par leur nombre. Non, mais je peux le dire aussi aux auditeurs, en moteur de recherche à Racaille, on trouve tout de suite. Ah, oui. Pas mal. C'est une bonne nouvelle. Donc http://aracaille.blogspot.com. Merci Jean. Bon, maintenant Nathalie, t'as la pas. Ah bah Jean, tu nous fais les expos puis après on laisse Nathalie. Ah si tu veux. Ouais, parce que comme ça elle pourra aller jusqu'à la fin. Aller jusqu'à la fin toute seule, on la laisse rapidement. Entendu. Donc je ferme la boutique. Yann Peiming. Yes. Oh non. Ah, ça c'est pour Sophie. Ah, c'est oui. des skis. Salut Sophie. Salut Sophie. Salut Marie-Christine. Au musée du Louvre, c'est 99 rue de Rivoli, entrée par la pyramide, je vous passe l'adresse, c'est jusqu'au 18 mai, il faut se dépêcher un petit peu.
À la suite des confrontations entre artistes contemporains et maîtres anciens, le Louvre accueille Yan Pei-ming. L'artiste franco-chinois présente des peintures monumentales au milieu des grands formats français du 19e siècle et de la Renaissance italienne. À travers ses propres toiles, Yan Pei-ming cherche à rendre compte de sa vision singulière inspirée du plus célèbre tableau du Louvre, la Joconde. Et pendant que vous êtes au Louvre, Ferdinand Georg Waldmüller, 1793-1865, il a profondément marqué la peinture autrichienne du XIXe siècle. Il excelle en effet dans de nombreux genres, portraits, paysages, nature morte, peinture de genre ou encore peinture de plein air. Grâce à cette rétrospective inédite, le musée du Louvre, en collaboration avec le musée du Belvédère de Vienne, permet pour la première fois au public français de découvrir son œuvre. Et puis, juste un petit clin d'œil, Géraldine Adibeux, que nous avons reçu il y a quelques semaines, Il pleut en amour, un hommage à Richard Brautigan. C'est à la galerie Jeanne Robillard, 11 rue Bichat, dans le 10e arrondissement. Ça, c'est jusqu'au 15 juillet. Elle y accueille elle accueille des invités, dont Candice, je crois, qui était aussi parmi nos invités il y a quelques semaines. Voilà. Merci Jean. Nathalie, écoute, on te laisse la parole. Alors je vais reprendre, je vous avais lu en deuxième texte un texte qui nous était parvenu à la Nuit des mots, donc émission sur Radio Libertaire. D'ailleurs la prochaine émission, je peux l'annoncer, aura lieu en septembre prochain dans le cadre du salon du livre à Merlieu, du livre libertaire à Merlieu. Donc je crois que c'est le 3e samedi. Et donc la dernière Nuit des mots, on avait reçu 200 pages de Jean-Pierre Prudent. Donc voilà, c'est toujours ce musicien, et il a un petit peu développé cette idée de l'art et moi, en fait, l'art c'est moi. Donc je vais vous en lire quelques extraits. L'art, c'est moi durant ce que je me serais fait de cette vie, de ce que j'aurais construit de cet univers. C'est une démarche personnelle, individuelle, unique. C'est un cheminement quasi mystique. C'est l'exploration et la matérialisation d'une réalité différente. Sous un autre angle, la reconstruction, et de l'inéluctable, je vais y arriver, quotidien, de la nature, du temps et de l'indifférence du cosmos envers toute humanité. C'est à réaliser que je crée le monde, une autre perception de la matière, seule en majuscule. Alors il termine aussi en disant: l'artiste n'est pas acteur, c'est encore moins un commerçant. Il n'a rien à dire ou à démontrer autour d'un art sincère, aucun numéro à jouer, rien à vendre, nul boniment nécessaire, pas de look ou de langage, de circonstances à adopter. L'œuvre parle d'elle-même et le public y entrera ou pas, c'est tout. Et il finit par dire: l'art, c'est poursuivre ma quête, celle du sens de ma vie, de l'amour, de la tendresse des miens, de la justice, de la beauté du monde, du partage. C'est humaniser l'univers, bien au-delà d'un chimérique souhait d'éternité. C'est donner corps à l'ailleurs, à l'autre chose et à l'autrement, durant ce que je me serais fait de cette vie. Donc voilà. Bien, Nathalie. Oui. Alors, oui, donc... Donc, est-ce que tu peux conclure sur ces quelques pétarades que nous avons pu émettre pendant cette émission concernant les gentils imbéciles qui pontifient sur ce que doit être l'art, l'artiste, sur ce qu'il doit faire et ne pas faire, enfin sur les directives du Comintern qui semblent représenter? Eh bien oui, que en tout état de cause, la notion de création doit être tout sauf dogmatique. Donc j'en viens même à l'idée, ce que je viens de vous dire, c'est une interprétation d'un artiste. Mais l'idéal serait presque de faire à l'infini, enfin au nombre d'artistes, leur demander c'est quoi, vous considérez que c'est quoi votre création par rapport à vous-même, par rapport au monde. Ça serait ça, c'est-à-dire que c'est une multitude. On ne peut pas avancer comme ça des idées toutes faites, dire que un art doit être au service de, ça c'est absolument contradictoire et c'est l'inverse de l'idée de l'art et de la création. Donc j'imagine que si on lançait cette idée de je sais pas, de demander à de nombreux artistes ce qu'ils en pensent, et c'est une idée à creuser.
quel est votre l'art pour vous, votre création, c'est quoi? Et je pense qu'on aurait de multiples réponses, hein, et certainement pas celles qu'on veut essayer de nous imposer, ou en tous les cas qu'on nous donne à voir récemment dans le monde libertaire, on va dire, c'est-à-dire imposer en disant que l'artiste ou l'art doit être au service d'eux. Et puis surtout, on a besoin des artistes, on a besoin des rêveurs, parce que s'ils n'étaient pas là, tout simplement, ça serait sans vie, sans sensation. Et nous sommes humains, nous ne sommes pas pétris que d'idées bien pensantes ou d'idéologie, nous sommes aussi dans la sensation. Et quand je lis pour chercher, s'isoler dans la méditation ou chercher on ne sait quelle irremplaçable intériorité, ça me hérisse les poils. On a besoin de cette intériorité, et ce regard qui est d'un mépris vis-à-vis de ce que nous sommes, nous tous, hein, avec ce que nos sensations, notre manière de ressentir les choses. Si on enlève, on fait fi, ou en tous les cas on le considère comme subalterne et négligeable, on fait fi de la composante de ce qu'est l'humain, et je trouve que c'est extrêmement grave. Bien. Non, vous pouvez vous mettre au repos, ça y est, le garde à vous est terminé. Merci beaucoup Nathalie, on a été très heureux de te recevoir, parce qu'on a appris plein de choses, et je pense personnellement, si je peux rajouter un truc, j'ai toujours rêvé de rencontrer les gens comme Nathalie. Ah, merci. Bon, mais là, on peut quand même pas faire plus fort que ça. On est minables. Non, mais c'est vrai qu'il faut savoir. Merci de nous mettre minables, Igor. Merci, Igor. À chaque émission où il y a une nana qui a un peu de punch, j'en ai jamais dit il nous met minable. J'en ai jamais dit que j'ai rêvé de rencontrer des gens comme ça. Je dis oui, elle a bien parlé ou machin truc, etc. Mais Nathalie, je viens d'un petit village, une petite ville de Slovaquie. On peut pas rencontrer les gens comme ça. Tu l'écoutes, qu'est-ce qu'elle dit? Non, j'ai un bouchon de je ne sais pas quoi, là, j'ai rien entendu. Bien, salut, salut à tous. Merci à vous. Salut. Salut tout le monde. Là, je vais vous mettre un petit peu de jazz encore. Non, c'est pas jazz. Il parle tout seul en plus. Vraiment pas gâté. Hein. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur.